Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une grande invitée. Elle a pris les rênes de la mission French Tech au moment où Clara Chapaz a été appelée à des missions gouvernementales. Ce sera donc la grande interview de Julie Huguet à la une de Smart Tech. On aura également dans cette édition un focus sur le mobile et l'économie de ce secteur avec les chiffres assez fous de la publicité dans ce domaine. Mais d'abord, je vous propose 3 questions à Mastodon. C'est parti pour Smart Tech. Créé en 2016 par l'ingénieur allemand Eugen Rochko, Mastodon est un réseau social qui reprend les codes de X, feu Twitter, tout en adoptant une philosophie et une architecture absolument radicalement opposées. Bonjour Renaud Chaput. Bonjour. Merci beaucoup d'être connecté avec nous. Vous êtes le directeur technique de Mastodon. Alors je voulais qu'on rappelle quand même pour démarrer ce qui fait la différence de Mastodon par rapport au réseau social auquel j'ai fait référence et qui s'est construit finalement en opposition à ce réseau. Oui, tout à fait. Alors au début, Mastodon s'est surtout construit en alternative à X, une alternative qui se veut être open source, donc l'ensemble du logiciel est disponible et installable par tout le monde. Et Mastodon est basé sur un système que l'on appelle la fédération, c'est-à-dire il n'y a pas un seul serveur Mastodon, mais il y a une dizaine de milliers de serveurs Mastodon à l'heure actuelle qui communiquent tous les uns avec les autres. Ce qui fait qu'il n'y a pas un seul endroit ou un seul propriétaire, c'est vraiment un réseau qui est distribué dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle le fait divers. Tout à fait, le fait divers, c'est le nom de l'ensemble des serveurs qui discutent avec Mastodon. Et ça, alors, mais qu'est-ce que ça change finalement dans le fond, dans la manière dont on va discuter et communiquer avec les autres sur Mastodon ? La plus grosse différence, c'est que Mastodon n'est pas contrôlé par une seule personne ou une seule entreprise. Chaque serveur est indépendant, donc va être soumis aux lois locales de l'endroit où le serveur est installé et va pouvoir définir ses politiques de modération, les contenus qu'il souhaite autoriser ou interdire, ou même à quelle personne ce serveur est ouvert. Par exemple, je peux très bien créer un serveur Mastodon focaliser sur la communauté francophone et dire, voilà, moi j'ai mon petit coin d'Internet, mon petit coin de réseau social orienté autour de ma communauté. Donc, en fait, parce qu'un des griefs, je dirais, c'est le fait qu'on risque de rester enfermé finalement dans nos propres bulles, mais il faut quand même préciser que ces serveurs sont interconnectés et que je peux naviguer d'une communauté à une autre. Tout à fait. C'est la même manière que les emails fonctionnent actuellement. Quand vous créez votre email, vous pouvez le créer chez Hotmail, vous pouvez le créer chez Gmail, ou vous pouvez aussi l'héberger chez vous, ou en tant qu'entreprise héberger votre serveur. Mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez communiquer que seulement avec les gens qui sont sur le même hébergeur que vous. Avec les emails, vous pouvez communiquer avec tout le monde, et c'est la même chose avec Mastodon. Peu importe où est votre compte, vous pouvez communiquer avec tous les autres gens qui sont sur le réseau. Et alors là, donc, vous décidez de créer une fondation à but non lucratif. Pourquoi ? Parce que le projet a besoin de grossir. À la base, comme vous l'avez dit, le projet a 8 ans, a été créé par Eugène. Maintenant, on a 1 million d'utilisateurs et utilisatrices actifs mensuels. Et on a besoin de grossir l'équipe, de financement. Et on a aussi un vrai besoin de garantir l'indépendance de Mastodon. Parce que pour nous, c'est ce qui fait la grosse différence par rapport aux réseaux sociaux actuels. Ils sont tous, ou à peu près tous, contrôlés par de riches milliardaires américains. Nous, on a cet état d'esprit qui est plus lié, par exemple, à ce que fait Wikipédia. Pour nous, Mastodon, c'est un commun numérique. Et donc, en fait, personne ne doit pouvoir seul décider de ce qu'est Mastodon. Donc, avec la création de cette fondation, on veut sanctuariser cette indépendance et s'assurer que Mastodon est géré et répond à la communauté Mastodon et pas à un quelconque intérêt ou une quelconque idéologie. Donc c'est aussi une protection du projet. Aujourd'hui, vous dites qu'on a besoin de grandir. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est plus d'1 million d'utilisateurs aujourd'hui sur Mastodon. Et vous allez me répondre, mais j'en profite pour enchaîner sur ma deuxième question. Est-ce que vous avez senti un effet à la suite du Hello Kitty X, un appel en fait à quitter X le 20 décembre, jour d'investiture de Donald Trump ? Est-ce que vous avez ressenti un effet ? Parce qu'on a beaucoup parlé de Blue Sky plutôt. Alors oui, donc là, à l'heure actuelle, c'est à peu près 1 million d'utilisateurs et utilisatrices actives mensuelles sur Mastodon. Et on a vu un énorme effet en France avec la campagne Hello Kitty X. Beaucoup de gens sont venus sur Blue Sky, peut-être, mais sont aussi venus sur Mastodon. D'accord. Je sais que des serveurs francophones ont eu leur nombre d'inscriptions
mensuel qui a été multiplié par 10 ou par 15 pendant cette période. Et on a vraiment un vrai afflux de citoyens français, en fait, ou de gens francophones suite à la campagne Hello Kitty. Un petit peu moins peut-être des institutions ou des médias, mais vraiment beaucoup, que ce soit des artistes, des journalistes, des professeurs. Enfin, on a une vraie communauté qui est en train de grossir très fortement en ce moment. On parle moins peut-être des initiatives européennes, c'est ça? Il y a un biais? Oui, et puis nous, en tant que projet open source, projet ouvert, on a par exemple, si on compare à Blue Sky, beaucoup moins de moyens qu'eux. On n'a pas levé d'argent, on n'a pas d'investisseurs. Ça veut dire on a aussi probablement été moins efficace. Enfin, même, on a été moins efficace sur le côté marketing Ouais, en parce que on n'a communication. juste pas les moyens de faire ça à l'heure actuelle et ça compte beaucoup. Bon, et ben voilà, quand vous passez chez Smartech, c'est gratuit. Donc, on vous souhaite que la communauté continue de grandir. En tout cas, nous, on croit beaucoup en Mastodon. Merci beaucoup, Renaud Chaput. Je rappelle que vous êtes le directeur technique du réseau social. Ma grande invitée aujourd'hui a pris les rênes de la mission French Tech. C'était en octobre dernier, au moment où Clara Chapaz a été appelée à de nouvelles responsabilités au sein du gouvernement. À l'époque, Barnier, secrétariat d'État chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. Aujourd'hui rattachée d'ailleurs à nouveau à Bercy, comme la mission French Tech. Bonjour Julie Higuet. Bonjour. Directrice générale de la mission French Tech. Racontez-nous comment s'est passée cette passation de pouvoir, comment on vous a mis au courant de cette mission qu'on vous confiait. Oui, eh bien, ça a été un process de recrutement assez traditionnel en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, donc moi, je suis entrepreneur. J'ai fondé ma start-up dans les territoires depuis Annecy. Donc, je connais bien l'écosystème et j'ai tout au long de mon expérience entrepreneuriale été investie aussi au sein de la capitale French Tech dans les Alpes, Oui. qui est une association qui gère l'innovation depuis Valence jusqu'au Genevois français, en passant par Grenoble, Annecy, Chambéry. Donc, je connaissais bien l'écosystème French Tech. Et donc, j'avais eu l'occasion de travailler avec Clara Chapaz. Et lorsque j'ai vu qu'elle quittait son poste et qu'elle avait lancé finalement un processus de recrutement, eh bien, je me suis dit que j'avais envie de continuer mon engagement au niveau national. Et tout simplement, j'ai postulé. Combien de temps ça a pris ? À peu près. Alors, on avait une période de 2 mois. L'appel à candidature était ouvert tout au long de l'été, en fait, du début de l'été jusqu'à début septembre. Donc, il fallait quand même faire tout un dossier, réfléchir à une stratégie en amont des entretiens qui permettait une première sélection. Et donc, à partir de septembre, j'ai été retenue dans les premiers candidats, la première sélection, ce qui m'a permis de passer une série d'entretiens tout au long du mois de septembre. Jusqu'à fin septembre, on m'a annoncé que j'étais retenue. Qu'est-ce qui fait que dans votre dossier, quelle est peut-être l'idée qui a fait la différence selon vous ? Alors, les retours que j'ai eus, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a ma connaissance de l'écosystème. Je suis une femme, je suis entrepreneur, je viens des régions. J'ai été impliquée aussi dans l'écosystème French Tech. Donc, je connais bien l'écosystème. Et la mission French Tech, il faut le rappeler, c'est l'alliance réussie de l'État et des entrepreneurs qui travaillent main dans la main pour développer cet écosystème tech. Donc, j'avais quand même déjà un pied dans l'écosystème. Et je pense que ça a fait la différence. Et c'était un vrai signal qui a été aussi donné de la part de la Direction générale des entreprises, de dire, ben voilà, on veut que la personne qui dirige la mission French Tech ait cette connaissance et soit proche des entrepreneurs. Parce que la mission French Tech, oui, je disais rattachée à Bercy, à la Direction générale des entreprises, mais elle se développe au sein des territoires. Donc, vous avez évoqué, vous, votre présidence à la French Tech Alpes. Aujourd'hui, il y a combien de territoires labellisés French Tech En fait, c'est vrai que la French Tech, c'est quelque chose de très particulier qu'on nous envie beaucoup à l'étranger, puisque c'est d'abord une marque qui rayonne en France à l'international, dans laquelle on retrouve l'ensemble de l'écosystème, les entrepreneurs, les investisseurs qui se reconnaissent sous cette marque French Tech et qui portent fièrement le coq. C'est un label qui ouvre des portes. Et puis, c'est donc l'alliance de la mission French Tech qui appartient à la Direction générale des entreprises, où là, on va donner une impulsion, on va déployer des politiques publiques en faveur de l'innovation. Et on s'appuie pour le faire sur un réseau d'entrepreneurs, donc des associations de droit privé en France et à l'international. Donc, il y a 17 capitales, ce que nous on appelle les capitales labellisées, qui sont les villes qui portent un peu plus les dispositifs nationaux. Et ensuite, on a 31 communautés en France, donc qui continuent aussi à déployer, à animer cet écosystème pour faire émerger les startups et les accompagner. Et on a également 66 communautés à l'international dans 52 pays.
Et je vous posais la question, ce qui avait fait la différence dans votre candidature, mais en fait, ma question en dessous, c'est votre feuille de route. Qu'est-ce que vous êtes fixé là, pour l'année 2025 ? Eh bien, ma feuille de route, c'est celle des entrepreneurs. C'est-à-dire que les entrepreneurs, ils ont 3 objectifs. Enfin, ils ont un objectif principal qui est de réussir avec leur entreprise, de se déployer, d'aller à l'international et de devenir des géants de la tech. Et pour les accompagner, nous, on a une seule boussole. C'est d'abord le business. Une entreprise, elle doit faire du business, elle doit aller vite. Donc, on est là aussi pour les accompagner et leur ouvrir des marchés. Donc ça, c'est notamment l'objectif du programme « Je choisis la French Tech ». On a un deuxième objectif qui est de les accompagner dans l'accès au financement. C'est très important. Alors, dans « Je choisis la French Tech », il faut préciser un petit peu, il n'y a pas de... On n'oblige pas les entreprises à choisir la French Tech, il n'y a pas de quota imposé. Pour l'instant, c'est du volontariat, c'est une incitation. Alors oui, je peux vous détailler un petit peu ce programme. Il est très intéressant parce qu'à l'origine, en 2023, il a été lancé par Jean-Noël Barrot, qui était à l'époque ministre du numérique, oui. Avec un objectif qui était très clair et aussi très fort, de doubler la commande publique et privée d'ici 2027. Et pour ça, au démarrage, la mission French Tech a lancé le programme « Je choisis la French Tech ». Et aujourd'hui, c'est bien plus qu'un programme. En fait, Je choisis la French Tech, c'est devenu un mouvement dont s'est emparé l'ensemble des personnes qui ont rejoint le programme. Alors, le programme, en fait, il a 3 piliers. Le premier pilier, c'était donc de fédérer cet écosystème qui s'est emparé de ce mouvement. Et dans cet écosystème, on a des grands comptes, publics, privés, des ETI, des PME, des startups qui s'engagent à adopter les solutions tech françaises. On a aussi des acteurs, donc 80 partenaires institutionnels. Des acteurs du public, des administrations, des ministères qui se sont engagés. On a des fédérations, on a des associations, je pense au MEDEF, à France Digital, à Numéum, qui sont très engagés dans le programme. Et tous ensemble, on déploie des actions. Ce n'est plus uniquement la mission French Tech, donc il y a des mises en relation qui sont faites, notamment aussi beaucoup au travers de nos fameuses capitales et communautés. Donc pour vous donner un chiffre, l'année dernière, c'est 9000 rendez-vous entre grands comptes et start-up qui ont eu lieu en France en 2024, dont 50% sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est le deuxième pilier, les mises en relation. Et le troisième, c'est la formation. Et donc la formation des startups. Eh bien, la formation de tous. De tous. De tous. Puisqu'en fait, les grands comptes et les startups sont 2 mondes qui font du business de manière très différente. Donc, on a identifié des freins structurels, mais aussi des freins culturels. Et donc, l'idée, c'était de former tous les acteurs à mieux se comprendre pour avoir une meilleure connaissance et pouvoir être en capacité de plus facilement aller faire un pas vers l'autre et travailler ensemble, trouver des solutions. Donc, pour former les grands comptes, par exemple, il y a la BPI France qui a lancé la formation d'API, qui s'adresse aux responsables d'innovation et aux responsables achats des grands comptes pour les aider à trouver aussi des solutions concrètes, actionnables rapidement pour travailler avec des startups. On a les ministères aussi qui forment directement les acheteurs à la commande innovante, aux startups. Et on a lancé il y a quelques jours notre première formation qui est créée par la mission French Tech dans le but d'ouvrir les portes de la commande publique aux startups. Oui. Alors j'ai vu ça c'est l'annonce la plus récente, oui. C'est comment aider les startups finalement à accéder au marché public. Oui. Donc ça veut dire que c'est très compliqué, ça reste compliqué. J'avais même reçu d'ailleurs ici une entreprise qui est spécialisée dans l'aide aux startups à accéder à ces marchés publics. Pourquoi on ne simplifie pas simplement la commande publique plutôt de faire des formations ? Alors, les commandes, qu'elles soient publiques ou privées de grands comptes, c'est quand même très réglementé. Il y a des process à suivre qui s'assurent aussi d'une égalité de traitement de toutes les entreprises. Donc, la première étape, avant d'essayer de simplifier, c'est surtout d'essayer de s'acclimater. Donc de bien comprendre les enjeux. Dans cette formation, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a travaillé avec 40 partenaires, donc 10 structures différentes comme la direction des achats de l'État, comme différents ministères, le ministère des Armées, la gendarmerie, etc., pour pouvoir vulgariser ce qu'est la commande publique et donner tous les tips aux entrepreneurs de manière facile et simple, une grille de lecture en quelque sorte de ce que va regarder un acheteur côté commande publique pour pouvoir tout simplement faire des réponses aux appels d'offres qui soient claires, qui correspondent et qui leur donnent toutes les chances de succès d'être retenus.
Je choisis la French Tech Academy. Oui. C'est ça le nom du programme. Exactement. Parce qu'en fait, alors moi j'ai découvert ça, 52% des grands comptes publics qui nous disent que en fait le frein principal, c'est qu'ils se retrouvent face à des startups qui n'ont pas une bonne connaissance du fonctionnement de ces marchés. Oui, dans beaucoup de startups, on n'a pas forcément de spécialistes déjà de la réponse à l'appel d'offres d'une manière générale, puisqu'il faut déjà avoir une certaine taille pour se permettre aussi d'avoir, j'allais dire, ça représente un coût. Tout à fait, ouais. des personnes spécialisées. Et puis ensuite, même quand on est spécialiste de la réponse à l'appel d'offres, on peut être très bon sur la partie privée, moins bon sur la partie publique, ou ne pas tout connaître non plus. Il y a des subtilités, il y a un jargon, il y a des acronymes, il y a des choses qui nous paraissent évidentes quand on répond à un appel d'offres. On va se dire, bah oui, c'est évident, j'ai pas besoin de le préciser, alors que l'entreprise a besoin qu'on lui détaille tout. Il y a plein de choses comme ça qui sont nécessaires, dont la start-up n'a pas la connaissance. Et donc l'objectif, c'est en seulement 4 heures, une formation, un MOOC gratuit en 4 heures, de comprendre vraiment comment est structurée la commande publique, comment y répondre et avoir donc tout en main pour se lancer. Mais je me posais la question des 50 autres pourcents, enfin 48 pour être tout à fait précise. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à accéder à ces marchés publics quand on est dans la French Tech ? Alors, il y a plusieurs choses. Les startups n'ont pas le réflexe d'aller forcément vers de la commande publique. Ils n'ont pas forcément en vue ce que ça peut leur apporter, ni les marchés qui sont ouverts. Ils n'ont pas encore ce réflexe parce que aussi, comme il y a une méconnaissance, ils n'osent pas y aller. Il y a des arbitrages à faire quand on est chef d'entreprise, donc on sait que ça prend du temps de répondre à des appels d'offres, on se dit qu'il faut maximiser les chances, donc bon, quand on connaît mal, on n'y va pas. Ouais. Mais de l'autre côté, du côté justement du carnet de commandes, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme frein aujourd'hui ? Il y a peut-être un défaut de confiance dans l'écosystème start-up ? C'est pareil, c'est plutôt une méconnaissance du fonctionnement des start-up et les témoignages qu'on a, donc, par exemple, lors du lancement, on a eu des témoignages très intéressants entre la start-up 22 qui travaille beaucoup avec le ministère des Armées, où en fait, ils ont dit finalement, on a des fonctionnements business très différents, on ne se connaît pas et ce qui nous a permis de trouver des solutions, c'est l'humain. C'est d'avoir ce contact, de discuter et puis de mieux comprendre comment fonctionne l'autre pour arriver à faire des arbitrages, à trouver des solutions qui finalement aboutissent sur des vrais business. C'est pour ça que cet enjeu de formation est très important et également l'enjeu de mise en relation et des rencontres qu'on organise est aussi essentiel puisqu'il faut qu'à un moment donné, l'humain se parle. Et vous êtes fixé un objectif avec ce programme ? Et on s'est fixé un objectif pour cette première année qui est de former 1000 startups. Okay. À la commande publique. Plus on a de startups qui répondent à la commande publique, plus on a de chances effectivement d'arriver à notre objectif de doubler la commande publique d'ici 2027. Bon alors la French Tech, vous allez me dire, ce n'est pas que l'intelligence artificielle, mais enfin il faut reconnaître qu'en ce moment il y a quand même un énorme focus sur ces technologies en particulier. Je voulais avoir votre retour sur le sommet qui s'est passé pour l'action sur l'IA à Paris, en particulier le Business Day, puisque vous étiez évidemment la personnalité phare, j'ai envie de dire, à Station F ce jour-là. Vous avez eu le sentiment de quoi à ce moment-là ? Est-ce qu'on fait trop de focus justement sur l'IA selon vous ? Est-ce que ça peut pénaliser les autres startups ? Est-ce qu'on a raison de faire de l'autocongratulation en France ? On n'en fait pas assez ? Ou est-ce qu'on en fait trop ? Comment vous avez vécu ce sommet ? Ce sommet, c'est une véritable opportunité pour l'écosystème tech français. D'ailleurs, il y a eu un engouement incroyable puisque plus de 4500 personnes étaient présentes. 5000 personnes ont suivi l'événement en direct sur la chaîne YouTube. Donc, ça a été un véritable succès. On a eu 200 décideurs politiques qui sont venus, le président Emmanuel Macron qui était là, une dizaine de ministres, évidemment, dont Clara Chapaz en charge du sujet de l'intelligence artificielle et du numérique. Donc, un véritable engouement autour de ces sujets et particulièrement autour de cette journée business qui avait pour vocation de faire rencontrer les startups qui proposent des solutions autour de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle et des investisseurs ainsi que des clients. Ouais, tout le monde voulait être là, c'était incroyable. Exactement. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on a mis sous le feu des projecteurs le sujet de l'intelligence artificielle qui finalement est mal connu. On s'imagine que seulement quelques startups œuvrent autour de l'intelligence artificielle alors qu'en réalité, ce sont donc plus de 50% des startups de nos programmes qui sont sur la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle et pour les autres, elles l'utilisent en réalité pour améliorer leur process, l'expérience client, l'expérience collaborateur. Donc l'intelligence artificielle, elle est déjà
dans l'ensemble de nos startups. Ce sont avant tout des cas d'usage concrets, et ça aussi c'était important, et un des objectifs de la journée, c'est de montrer que ces startups qui proposent des solutions en intelligence artificielle sont des solutions concrètes, implémentables, qui sont parfois déjà dans la vie des utilisateurs tous les jours sans qu'ils s'en aperçoivent. Et c'était aussi pour ça que cette journée était très importante. Dernière question, et là c'est vraiment beaucoup plus ouvert, votre combat? Eh ben, mon combat, c'est de continuer à accompagner les startups. On a aujourd'hui la chance d'avoir un écosystème qui est mature, avec des entreprises beaucoup plus grandes, qui commencent à être des leaders en France, en Europe, à l'international. Et donc, il faut continuer à accélérer, à en avoir encore plus. Donc, mon combat, c'est d'être à leur côté, quoi qu'il se passe, de répondre à leurs enjeux. Leurs enjeux du moment, c'est le business, c'est l'accès aux fonds et c'est la compétitivité. Et donc, la mission French Tech continuera à les accompagner sur ces sujets. Merci beaucoup, Julie Huguet, pour toutes vos réponses. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la mission French Tech. Merci. Merci. C'est l'heure de notre rendez-vous mobile business animé par Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Fondateur d'Écran Mobile. On se penche ensemble cette semaine sur l'usage du mobile qui continue de progresser, bien évidemment, et sur surtout ces chiffres un peu fous de la publicité. Alors effectivement, avant de parler de publicité mobile, un mot effectivement sur les usages, puisque 2 études parues récemment montrent que le mobile est non seulement majoritaire, mais qu'il capte désormais la quasi-totalité des audiences digitales. Alors, il y a eu un premier bilan publié fin janvier par l'ACPM, l'ex-OJD, qui a étudié plus de 90 milliards de visites digitales, et 93% de l'audience se fait désormais sur un écran mobile, smartphone ou tablette, et 60% au sein des applications. Même tendance chez Médiamétrie, puisque dans son dernier rapport, l'année Internet, publié la semaine dernière, l'Institut estime que 80% du temps digital se fait désormais sur un smartphone, au travers d'une vingtaine de sessions quotidiennes d'environ 11 minutes, et sur ces 2h40 quotidiennes, 94% du temps mobile se fait au sein des applications. Donc le mobile et les applications sont non seulement majoritaires, mais pour de plus en plus de personnes, notamment les 2/3 des 15-24 ans, c'est devenu l'écran unique, on parle de mobile only. Alors, est-ce que ces changements d'usage ont un impact sur la publicité ? Alors oui, pour ça, il faut regarder une autre étude qui a été publiée la semaine dernière aussi par l'Observatoire de l'e-publicité, réalisé chaque année par Oliver Wyman pour le SRI et l'UDECAM. Donc tout va bien, la publicité digitale est en croissance, plus 14% à 11 milliards d'euros. Alors quand on regarde par segment, dans le search, qui est aujourd'hui le premier levier, 4,5 milliards d'euros, il y en a 3,4 milliards réalisés dans le search mobile. C'est à peu près 77% des investissements. Quand on regarde le second levier, le social, sur les 3,4 milliards d'euros du social, il y en a 3,3 milliards qui sont réalisés sur mobile. Là, c'est 98% des investissements. Le troisième levier, c'est le display. Sur les 2,1 milliards d'euros d'investis, il y en a 41% qui sont sur mobile, c'est à peu près 900 millions d'euros. En additionnant les chiffres du search, du social et du display, on arrive à un total de 7,7 milliards d'euros en publicité mobile en France, à peu près 70% des investissements digitaux. Et qu'est-ce que ça pèse face aux médias traditionnels ? Alors, on va connaître les chiffres officiels 2024 le mois prochain, mais quand on travaille sur les anticipations du bump, le baromètre unifié du marché publicitaire, on peut estimer que la globalité du marché publicitaire en France en 2024 devrait être aux alentours de 18 milliards d'euros. Là-dessus, il y en a 7,7 milliards d'euros qui sont réalisés sur mobile, et c'est déjà équivalent à la totalité des médias historiques, à savoir l'affichage extérieur, le print, la radio, le ciné, ou même la télévision. On le sait peu, mais aujourd'hui en France, les annonceurs investissent 2 fois plus sur mobile qu'ils ne le font en télévision, alors que ça a été pendant des décennies le principal média en France. 2 fois plus, ah oui. Est-ce que c'est une tendance qu'on observe aussi à l'international, ou partout dans le monde ? Alors oui, et là il faut se baser sur des études réalisées par Statista. La pub, globalement, c'est un marché de plus de 1100 milliards de dollars dans le monde, 790 milliards pour les canaux digitaux. Et la pub mobile, c'est 65% de cette somme, environ 513 milliards de dollars, 340 milliards pour les publicités, c'est 2 fois plus que les contenus digitaux. Et donc, vous allez me dire que cette manne, elle profite aux géants du numérique que l'on connaît très bien. Effectivement, c'est les calculs qui sont toujours faits par le SRI. Les géants, les GAFAM, on les connaît, américains ou chinois, c'est 79% des revenus de la publicité digitale. Ils réalisent des dizaines, parfois des centaines de milliards de dollars de revenus dans le monde. Alors, l'Europe, qui comptait des champions dans la presse ou dans la télévision, aimerait bien évidemment rivaliser, mais ils ont été un petit peu déclassés, ils sont un peu en seconde division. Ils espèrent rebondir sur la télévision connectée, mais quand on y réfléchit, la télé connectée, c'est un smartphone géant, et les géants américains ou chinois du smartphone sont évidemment déjà là.
Eh oui, on regarde beaucoup YouTube sur la télé maintenant. Ouais. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Écran Mobile. Et puis merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech. Je vous dis à très bientôt sur Be Smart for Change. On s'écoute aussi en podcast cette émission. À très bientôt.